Amis téléspectateurs de ITV, bonjour. Ravi de vous retrouver après la parenthèse de la fin de l'année, que je vous souhaite d'ailleurs bonne, mais en même temps aussi je vous souhaite une excellente année 2021. Eh bien, en 2021, pour le premier numéro, nous recevons un homme qui a marqué son périmètre et son territoire, en la personne du Dr Malick Diop, qui est le directeur général donc, de l'ASEPEX. M. Diop, bonjour. Bonjour. Décortiquer Eco vous souhaite une excellente année. Merci. Mais un peu de rétropédalage en 2020. Comment ça a été cette année sous votre magistère? Merci beaucoup, Mamadou. Merci de m'avoir invité. Je profite de l'occasion pour remercier également toute la direction de ITV pour cette invitation. Je profite également de l'occasion pour saluer les Sénégalaises et les Sénégalais qui sont au Sénégal, qui sont au niveau de la diaspora, pour leur souhaiter meilleurs vœux, de bonnes et heureuses années. Une année faite de paix, de santé, de solidarité entre nous et d'empathie. L'année 2020, Mamadou, c'était une année particulière, marquée surtout par la survenue de la pandémie de la Covid-19, avec des impacts sur le plan sanitaire, mais des impacts sur le plan économique. Sur le plan économique, donc, des éléments importants ont été relevés, d'autant plus que, comme vous le savez, sur le plan du PIB, avec le lancement en janvier 2014 du plan Sénégal émergent, la transformation structurelle de l'économie, les investissements structurants, mais surtout les moteurs d'exportation. Les exportations ont donné des résultats formidables depuis 8 ans, avec une croissance soutenue qui dépassait 10% tous les ans. Oui. Et entre 2018 et 2019, nous avons dépassé le record en arrivant à des recettes d'exportation de 1985 milliards. On est passé de 1680 milliards à 1985 milliards, soit une croissance de 18,9%. Ce qui était énorme pendant une année, c'était le record. Nous avons dépassé ce record en pourcentage au début en janvier 2020, ce qui augurait d'une année de quasiment plus de 20% de croissance des exportations. Et Covid est arrivé. Le premier cas est arrivé au Sénégal. Naturellement, le président de la République avait pris en charge un certain nombre de mesures qui ont naturellement impacté sur l'économie, à savoir surtout les mesures liées à la mobilité des personnes. Et ces mesures liées à la mobilité des personnes ont fait que, naturellement, ce qui était un élément déterminant pour la croissance des exportations, à savoir les missions acheteurs-vendeurs, les missions économiques et commerciales, les foires, les salons et expositions, oui, ont été naturellement arrêtés. Et dans le monde entier, naturellement, c'était la même chose. Non plus que tous les rendez-vous que nous avions et auxquels nous devions participer avec les entreprises sénégalaises ont été arrêtés. Donc, il y a eu un impact certain. Heureusement, naturellement, il y a eu Force Covid qui a intégré, surtout dans la planification de ça, l'aspect important qui est l'axe 3, la stabilité économique et sociale. Stabilité macroéconomique, mais également le travail de sorte qu'on puisse on puisse garder au moins 70% des salaires pour que les entreprises également ne soient pas périclitées. Ce qui a entraîné la résilience, quel que soit le secteur d'activité des exportations. Alors, votre secteur est caractérisé justement par les rencontres, par les échanges, donc par les contacts. Soudain, crise sanitaire, et on dit tout le monde stop, plus d'avions, sauf peut-être le fret ou le transport maritime. Alors, le transport maritime et le fret, on continue. Voilà, on continue naturellement, mais comme vous le savez, les exportations, c'est toute une chaîne. C'est une chaîne de l'offre exportable, l'amélioration de l'offre, au travail sur les marchés. Au conditionnement. Voilà, et puis à l'attaque des marchés. Maintenant, l'attaque des marchés, c'est cette partie-là qui a été largement, bien entendu, impactée par la Covid. Mais naturellement, nos entreprises qui avaient déjà signé des contrats précédents ont continué à travailler, à pouvoir donc exporter. D'autant plus qu'il y avait l'accompagnement de l'État du Sénégal. Les Asiatiques que vous connaissez sûrement bien disent qu'une crise est une opportunité justement qui tape à la porte.
Est-ce que durant cette crise sanitaire, on a senti peut-être chez vous, ou bien chez tous les acteurs, en tout cas que vous côtoyez, une volonté de dépassement pour explorer de nouvelles pistes, n'est-ce pas, voilà, de créativité, de réalisation et en même temps aussi de... Oui, il y a eu beaucoup de résilience. Hein. Je vais donner juste un exemple simple. Quand on a rencontré les acteurs qui sont spécifiquement dans les exportations de produits textiles, nous avons beaucoup travaillé sur la résilience. Il y a eu l'appui effectivement de l'État, mais à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait trouver une alternative parce que ce sont ceux-là aujourd'hui qui effectuaient la confection du Made in Sénégal et exportaient le Made in Sénégal. Mais il fallait trouver une solution parce qu'ils ne pouvaient plus exporter le Made in Sénégal. Oui. Donc, l'objectif, c'était de travailler sur le marché sénégalais. Mais sur le marché sénégalais, naturellement, on n'a pas les mêmes types de demandes par rapport au marché. Et nous avons vu qu'il y avait un marché qui était là, qui était nouveau et qui était extrêmement, qui était très très important. C'était le marché des masques barrières. Oui, le tissu, les tailleurs. Le tissu, voilà. Absolument. Ils ont beaucoup travaillé sur les masques barrières, nous avons travaillé sur les normes et ça a entraîné quand même de nouvelles formations, mais également de nouveaux types de production au niveau du secteur textile et d'autres qui ont fait que la résilience était importante. Nous avons beaucoup travaillé sur également l'amélioration de l'offre dans les coins et les recoins du Sénégal, dans les 14 régions, et surtout travailler sur le marché national pour que même ces produits exportables-là, considérés comme des produits très souvent réservés au marché extérieur, ces produits-là, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé pour que ces produits soient sur le marché national. Et ce qui était une réalité. Alors, crise sanitaire, croissance à 2 chiffres, puis chute, et ensuite résilience. Au bout du bout, il y a sans doute des leçons de vie qu'on peut tirer sans doute de cette crise sanitaire. Devant votre propre observation donc, des facteurs d'organisation du secteur, quelles sont les leçons de vie que vous tirez de cette crise, même si elle n'est pas encore terminée? Alors, les premières leçons, c'est qu'il faut compter sur soi-même. C'est déjà la première leçon sur le plan sanitaire, mais sur le plan également économique avec des secteurs d'activité que sont la pêche, le produit de la mer, qui est un secteur d'activité sur lequel donc, nous avons beaucoup travaillé, mais qui est un secteur aujourd'hui où la résilience a permis de faire ressortir des éléments qui permettent de savoir qu'on peut vraiment compter sur nous-mêmes. On peut compter sur nous-mêmes dans d'autres secteurs. C'est les technologies de l'information, de la communication, les tickets et les téléservices, le secteur de la cosmétologie naturelle, le secteur agricole, avec également le marché local, mais également la préparation à l'exportation, et l'artisanat d'une manière générale, textile, cuirs et peaux, également la confection. Est-ce que tous ces acteurs ont pris conscience de la portée de la crise, mais en même temps aussi de la nécessité pour eux de se redresser et sans doute de s'adapter? Ah oui, moi je profite de l'occasion pour vraiment féliciter ces acteurs-là qui ont pris conscience dès le début. Et ils n'avaient pas le choix en fait, parce que le fait d'avoir des effets immédiats, parce que avant de parler d'impact, il y a les effets immédiats. Les effets immédiats ont été ressentis très rapidement. Mais comme c'est des acteurs qui travaillent dans le cadre, quel que soit le secteur, dans des productions à haute intensité de main-d'œuvre, c'est des acteurs que vous voyez, dans quel que soit le secteur, qui ont derrière, sur toute la chaîne de valeur, énormément de Sénégalaises et de Sénégalais qui travaillent. C'est des acteurs qui aujourd'hui ont réussi, malgré cette crise, à maintenir beaucoup d'emplois derrière. Et c'était des sacrifices énormes. Naturellement, donc, il y avait derrière, sur ce que l'État avait fixé avec eux, maintenir au moins 70% des salaires. Et ça, c'était très important. Ce qui a permis à l'État de pouvoir faire les vacances fiscales. Les vacances fiscales, c'était important, ça a permis aux entreprises de pouvoir souffler. Mais au-delà des vacances fiscales, le travail qu'on avait fait avec le FONGIP, avec les 70 milliards qui ont été déposés au niveau des banques pour pouvoir bénéficier des fonds de 200 milliards dans le cadre de la résilience. Et donc, surtout sur le plan du fonds de roulement, mais également des investissements qu'ils allaient différer sur l'année suivante. Et je pense que ça a permis de voir qu'il y avait quand même des possibilités de résilience de nos entreprises.
Alors, docteur, une chose est d'être dans la crise, autre chose est sans doute maintenant de se préparer à en sortir. Oui. Est-ce que vous avez senti chez eux d'abord cette disposition d'esprit, ce mental très fort pour pouvoir dire nous serons prêts le jour où peut-être on déclencherait la sortie de crise et la relance de l'économie? Ah oui, oui, oui. Les entreprises sont tellement... Moi, des fois, je vois des types de détermination qui me dépassent tellement. Ces entreprises-là sont déterminées, quel que soit le secteur d'activité. Ceux qui sont dans l'agriculture aujourd'hui, d'autant plus que c'est un secteur où paradoxalement, oui, la production a largement augmenté. Vous prenez aujourd'hui la production arachidière qui est passée de 1 400 000 tonnes à 1 800 000 tonnes. Oui. Donc c'est une production énorme qui aujourd'hui a été constatée. C'est le même cas que le riz, qui est passé à 1 400 000 tonnes. Les céréales avec 3 800 000 tonnes. Donc toute cette production-là, nous travaillons beaucoup sur la transformation. Et aujourd'hui, cette année a permis de beaucoup travailler sur ce qu'on appelle la préparation d'une exportation structurelle. C'est quoi l'exportation structurelle? C'est différent de l'exportation conjoncturelle, oui, qui se fait juste sur des périodes où on se base sur une production et on prend on n'arrive pas jusqu'au produit fini, c'est juste la production juste bord champ qui est exportée, ce qui n'est pas réellement ce qui est recherché. Mais cette année déjà, il y a eu la mise en place de 2 agropoles, l'agropole sud et l'agropole nord. Sur l'agropole sud déjà, la sélection des entreprises a permis de fixer les filières. La filière mangue, où on avait 52% de production au niveau du sud du Sénégal, 125 000 tonnes total avec 52% au sud, mais une grande partie qui, d'abord, ne fait pas partie de l'offre exportable, puisque les 36 000 tonnes de l'offre exportable font partie des 48%. Et donc ne sont pas produites au sud. Donc on a une grande partie qui est perdue. Aujourd'hui, la mise en place de cet agropole va permettre de transformer la mangue naturelle en mangue séchée, en vinaigre de mangue, en confiture de mangue, en jus de mangue, etc. Et qui sera naturellement exportée de manière structurelle et de manière permanente dans les marchés où on a une demande très forte. De la même manière qu'on a travaillé sur la mangue, on a travaillé sur la sélection d'entreprises qui était dans le cadre de l'anacarde, dans le cadre d'autres filières. Et sur l'agropole centre également, oui, la production était énorme, surtout la production céréalière, qui est arrivée, comme j'ai dit, à 3 800 000 tonnes. L'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à cette transformation au niveau de ces agropoles. Oui, c'est vrai qu'on va produire, transformer pour le marché local, mais une grande partie également sera exportée. Donc ça fait quand même partie des éléments très positifs. L'offre exportable qui a été travaillée et transformée pendant cette période de résilience. Peut-être que nous n'aurions pas pu faire tout cela s'il n'y avait pas la crise Covid. Donc vraiment, c'est des éléments quand même très importants. Très probant. Et il reste aujourd'hui l'agropole nord et l'agropole ouest. L'agropole centre, c'est déjà fait. C'est déjà fait, oui. L'agropole sud aussi. Il reste ouest et nord. Et nous pensons qu'en 2021, on pourra maintenant fixer tous ces éléments-là pour que l'exportation soit vraiment une exportation structurelle. Alors, au cours de ses vœux à la nation, le président a dit s'il n'y avait pas l'agriculture pour les résultats que ça a donné, nous serions en pleine récession. Comment vous accueillez ça? Est-ce que peut-être l'ASEPEX, est-ce que aussi le secteur, les filières qui sont sous votre responsabilité ont agi justement pour endiguer la récession qui se présente? Ah oui, bon, vous savez, on n'a pas arrêté les exportations. Hein. Comme je l'ai dit, les exportations continuent. D'autant plus que le fret n'a pas été arrêté, mais également, on n'a pas arrêté d'exporter par voie maritime. Ça, naturellement, on a continué à le faire. Et d'autant plus qu'on a beaucoup travaillé sur les entreprises qui avaient signé des contrats précédents. Des entreprises qui ont signé des contrats de 3 ans, des contrats de 4 ans, etc. Ce qui a permis aujourd'hui de travailler à ce que les exportations ne subissent pas une baisse drastique. Donc naturellement, c'est un secteur aujourd'hui qui va beaucoup impacter sur le
produit intérieur brut, les exportations vont continuer à impacter sur le produit, sur le produit. Est-ce que vous redoutez les premiers effets de la crise au bout des 3 ans de contrat que certains ont signé? Oui. Quel est le scénario qui peut se présenter? Oui. Vous savez, cette année, on a eu une baisse, mais assez relativement légère. Oui. Mais il nous faut beaucoup de résilience pour l'année prochaine parce que retenez aujourd'hui que ça fait presque 10 mois qu'il n'y a eu ni foire, ni salon, ni exposition. Vous n'avez pas sillonné les marchés pour essayer d'exploiter. Voilà. Donc tout ça, ça va impacter naturellement sur les recettes d'exportation. Mais nous allons continuer à travailler, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup produit. Nous allons beaucoup travailler sur les exportations. Je donne juste quelques exemples. Aujourd'hui, vous avez beaucoup entendu parler du secteur de l'arachide. Et bon, ce secteur, c'est un secteur où on a d'énormes recettes d'exportation. Nous avons prévu d'exporter 400 000 tonnes. Ce travail-là va permettre d'avoir quand même des recettes importantes en termes d'exportation au niveau d'un marché comme la Chine. Ce que nous faisons sur la Chine, on va faire pareil sur les démersales profondes, mais également le thon pour l'Union européenne et pour les produits de la mer d'une manière générale, donc pour le thon au niveau de l'Union européenne, mais également les congelés en mer pour la zone africaine. Et donc tout ça, c'est des éléments qui vont permettre d'avoir plus de recettes d'exportation, mais également qui vont impacter sur le produit intérieur. De la même manière que nous travaillons sur ça, nous travaillons beaucoup également sur les services, qui constituent un secteur aujourd'hui qui, au contraire, a été boosté par cette partie-là. Oui, vous évoquez... Oui, allez-y. On aura naturellement, en termes d'exportation, une contribution effective sur le budget global. Le budget général, comme vous le savez, il est à 4 589 milliards. L'objectif aujourd'hui, c'est de travailler à ce que les exportations puissent avoir un impact certain, mais également que pour tous les éléments qui constituent des éléments à reprendre en main, comme aujourd'hui le déficit budgétaire, comme vous le savez, il est prévu à 5% pour 2021. L'objectif, c'est à 2023 qu'on reprenne les éléments communautaires pour revenir à 3%. Donc tout ce travail-là, le secteur des exportations doit faire ce travail pour que ces agrégats macroéconomiques soient respectés comme il faut. Alors, docteur, que pourriez-vous dire donc, à ces acteurs qui sont des signataires justement de contrats à 3 ans? Est-ce que vous leur envoyez un message du genre adaptez-vous ou bien soyez dans la prévision, retenez peut-être que vous serez davantage plus impacté au terme de vos prochains contrats si la situation ne se décante pas, bien entendu. Oui, en fait, nous avons les prévisions. Donc, vous savez, les prévisions, il ne faut pas toujours retenir les prévisions les plus optimistes. Donc, en termes de travail, on pose les hypothèses. Les hypothèses posées nous permettent de dire aujourd'hui, nous fixons sur le plan de travail annuel de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations un accompagnement qui se fera sur la base d'une période. Par exemple, on dit au mois de mars, si on a une baisse favorable au niveau international et une reprise des activités, nous allons accélérer le travail sur 9 mois pour que sur 9 mois, tout ce qui avait été perdu auparavant puisse être rattrapé dans le cadre de ces missions acteurs-vendeurs, dans ces missions économiques et commerciales. Et ça, c'est faisable. Sur le plan technique, donc, on peut le faire facilement. Il est possible, toujours dans les hypothèses, que ça soit dans 6 mois, etc. En fait, c'est des simulations que vous faites. Voilà, on fait des simulations. Il y a des simulations où on dit, par exemple, la vaccination va porter au bout de tant de mois. Il y a des simulations où on va dire, la vaccination n'a pas porté, etc. Donc, tous ces éléments-là sont retenus ensemble avec les acteurs. Et il y a un élément important que nous avons inclus et où nous avons beaucoup insisté sur le PTA de 2021. C'est l'offre exportable. Dans tous les cas, l'offre exportable sera là. Donc, les gens vont continuer à aller en mer, vont continuer à pêcher, vont continuer à produire sur le plan agricole, vont continuer également à aller vers la transformation, vont transformer des produits cosmétiques, vont continuer à produire au niveau artisanal, vont continuer à avoir des éléments importants dans le cadre d'un secteur aussi important que les mines, etc. Donc, nous travaillons à ce que sur les 14 régions, pendant 12 mois, on puisse travailler, aller à la base, également appuyer les acteurs qui sont dessus pour que ces acteurs également puissent continuer à produire l'offre exportable. Parce que dans tous les cas,
dans tous les cas, le plus important, c'est l'offre exportable. Le marché viendra quand, etc. Donc, on y travaille en permanence en fonction de la situation sanitaire. Mais la production, elle est là et elle doit continuer à être. Alors, on va aller vite. Dans l'offre exportable, qu'est-ce que vous mettez? C'est des produits bruts ou bien c'est des produits semi-transformés, semi-manufacturés ou c'est des produits finis? Vous savez, les gens se trompent souvent en parlant de l'offre exportable. Le Sénégal transforme beaucoup. Hein, le Sénégal transforme beaucoup. Je donne quelques exemples. Prenez l'Afrique. L'Afrique, nous sommes sur les 1985 milliards, comme j'ai dit, de l'année dernière. 40%, c'est l'Afrique. 40%. Comme marché. Exportation avec recettes d'exportation venant des pays africains. Et 40%, si on prend les produits que l'on utilise le plus, d'abord, c'est les produits pétroliers. Or, vous savez, pour l'instant, on ne produit pas de pétrole. C'est ça. On importe du pétrole brut que l'on transforme au niveau de la raffinerie de la SAR et qu'on exporte au niveau sous-régional. Tout à fait. Avec une plus-value. C'est de la transformation avec une plus-value très, très importante. Tout à fait. La cimenterie, c'est la même chose. Les produits agricoles transformés, c'est la même chose. Même les produits de la mer, il y a une partie de transformation. Par exemple, si c'est en zone africaine, les congelés en mer traités, etc. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont des éléments de transformation. Naturellement, quand la production agricole, quand on prend maintenant spécifiquement la production agricole, c'est différent. Parce que la transformation, par exemple, l'artisanat, c'est de la transformation. Vous prenez les cuirs et peaux, c'est de la transformation. Vous prenez la confection, c'est de la transformation. Vous prenez également sculpture sur bois, ameublement, c'est de la transformation. Sauf qu'à ce stade, docteur, la transformation artisanale est une réalité, mais elle n'est pas labellisée au point, par exemple, que quand quelqu'un a, mettons, une taille 40, qu'ils peuvent reproduire à une échelle industrielle la taille 40. Donc d'un numéro à un autre, souvent ça varie et puis bon, donc ça a beaucoup changé, c'est standardisé. Sûrement ça a beaucoup changé. Ouais. Vous savez, ça dépend des types d'entreprises. Aujourd'hui, on ne peut pas à l'international sortir des standards qui permettent de dire que bon, telle entreprise, je peux citer, hein, bon, par exemple, l'entreprise Sartoricène, aujourd'hui, qui il y a quelques années n'était pas standardisée, aujourd'hui est standardisée à l'international et que, accompagnée par l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, dans les marchés extérieurs, quand nous arrivons, c'est des produits qui sont, par exemple, des costumes made in Sénégal, qui sont standardisés, qui sont exportés dans les différents marchés. Parce qu'on est obligé de le faire. De la même manière qu'on le standardise, l'élément artisanal a une différence. Vous savez, il y a une différence fondamentale entre la production industrielle et la production artisanale. Absolument. La production artisanale, très souvent, c'est du fait main. Et c'est ce qui est demandé dans les normes internationales. Et donc, c'est deux choses qui sont des choses complètement différentes. Donc, nous sommes en grande partie dans la transformation. Et je terminerai par ce que je disais tout à l'heure sur le plan agricole. Quand l'État du Sénégal décide d'augmenter la production agricole dans certaines filières. Par exemple, la filière arachide. On passe de 400 000 tonnes, 450 000 tonnes, jusqu'à arriver cette année à 1 800 000 tonnes. Il y a une partie qui est transformée par les huiliers, c'est tout à fait naturel. Il y a une partie également qui est une production pour le marché local. Et il y a une autre partie qui doit être exportée. Et cette partie-là, en termes d'exportation, le plus important, c'est de trouver les bons marchés. C'est aujourd'hui ce qui nous a permis aujourd'hui de trouver un excellent marché, qui est le marché chinois, parce que c'est les plus grands importateurs au monde. Et aujourd'hui, le premier exportateur d'arachide en Chine, c'est le Sénégal. Et il y a 5 ans, on était à 0 exportation dans ce pays-là. Donc c'est ça aujourd'hui, c'est ces éléments-là. Alors j'associe deux questions. D'abord, est-ce que le label sénégalais se vend bien à l'étranger? Visiblement, dans vos premiers éléments de réponse, on le soupçonne. Mais en même temps aussi, aujourd'hui, les marchés. Et là également, il y a un petit élément de réponse que vous avez donné antérieurement. C'est-à-dire que l'Afrique a une position enviable dans les différents segments de marché que vous gagnez. Mais aujourd'hui, est-ce que le label sénégalais se vend bien? Et ensuite, est-ce que les marchés puissants, vous les avez identifiés pour peut-être au moins accroître la part qui pourrait revenir à l'Afrique? Parce que quand même, les pays africains sont demandeurs aussi de produits. Oui, ça, la réponse est très simple parce que nous avons beaucoup travaillé sur le label Made in Sénégal, le label mangue, le label oignon, le label Made in Sénégal, costume Made in Sénégal dans le textile, Made in Sénégal dans le produit de la mer. Et c'est très recherché et c'est très cher.
Ça également, c'est très très important parce que sur le plan agricole, nous travaillons beaucoup sur le bio, sur le plan également tout ce qui est transformation agricole, mais également produits de la mer. Nous travaillons beaucoup sur des produits, par exemple sur les produits de la mer, nous travaillons sur un projet intéressant, c'est Bec et Lec. Bec et Lec permet de travailler sur la pêche durable, etc. Donc tout cela fait qu'à l'exportation, on a des produits recherchés et de qualité, mais également à des prix élevés quand il s'agit de Made in Sénégal. Maintenant, sur l'Afrique, l'opportunité la plus importante, surtout qui a déjà été lancée depuis le 1er janvier, c'est la ZLECAf. Oui. La zone de libre-échange continentale, aujourd'hui, nous permet de dire au Sénégal, on peut avoir encore plus. Pourquoi? Parce que là, on est à 40% sur l'Afrique. L'objectif, c'est rapidement, en 1 an, 2 ans, arriver à 46% sur l'Afrique. Comment? Parce que 40%, c'est sur 16 pays. C'est uniquement la zone CEDEAO. Alors que déjà, il y a 30 pays qui ont adhéré. 35 pays, non? Il y a 34 pays qui ont ratifié. Et c'est sur un marché de 54 pays. C'est ça. Allant peut-être jusqu'à 55 si l'Érythrée intègre. Donc, aujourd'hui, sur le marché africain, comme vous le savez, le commerce intra-africain, c'est 15%. C'est très faible par rapport au commerce intra-européen qui est à 70%, le commerce intra-asiatique qui est à 51%. L'objectif, c'est d'arriver très rapidement, en 2023, de 15 à 30%. Et pour ça, il y a une concurrence qui va se faire. Comme le Sénégal, au niveau sous-régional, est arrivé jusqu'à exporter 40% de ses produits, si on ouvre sur un marché de 54%, de 54 pays, oui, on devrait très rapidement, comme j'ai dit, en 1 an, 2 ans, arriver à 46%, ce qui va augmenter vraiment les recettes d'exportation. Donc l'Afrique est vraiment un marché de 1 milliard 200 millions de consommateurs. C'est un marché intéressant. C'est ça. Au pouvoir d'achat aussi, disons, en puissance. Oui, en fait, c'est 2500 milliards de dollars. Donc, oui, c'est beaucoup. Hein, il faut aller grignoter des parts de marché. C'est vrai qu'à l'échelle internationale, c'est énorme, mais quand même 2500 milliards de dollars, on a vraiment beaucoup de choses à faire. L'Asie a commencé comme ça, docteur. Exactement. L'Asie a commencé comme ça, en faible proportion. Mais aujourd'hui, je pense qu'au plan commercial, il domine le monde. On me signale que, voilà, on s'achemine vers la fin de notre émission, mais elle est très intéressante. Les grandes mutations qui s'opèrent sous nos yeux, le numérique, les nouvelles technologies, l'absence, le présentiel qui est de moins en moins usité aujourd'hui. Donc, les applications, le digital, ça ne peut pas, à un moment donné, remplacer un peu peut-être ces nombreuses et différentes missions qui sont envoyées ici ou là. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un clin d'œil que vous envoie sans doute le numérique? Oui, le digital ne peut pas remplacer le réel. Hein. C'est impossible. Mais le digital joue un rôle important. Le digital peut permettre de régler un certain nombre de problèmes. Si on a un problème de mobilité, le digital peut régler ce problème. C'est pour ça que nous avons beaucoup travaillé sur les plateformes. Donc, nous avons la plateforme Made in Sénégal. C'est ça. Et la plateforme eComcom, qui permet aujourd'hui aux entreprises sénégalaises qui ont été sélectionnées de pouvoir intégrer cette plateforme et d'être visibles à l'international. Je donne juste un exemple très simple. Prenez aujourd'hui l'Expo de Dubaï qui va démarrer au 1er janvier 1er octobre 2021, Inch'Allah. Il y a une grande partie digitale parce que c'est 180 pays, 180 secteurs privés. Dans ces secteurs privés, donc les entreprises ont été intégrées dans la partie digitale qui constitue le business matching, qui permet à toutes les entreprises intégrées de pouvoir en permanence avoir des connexions. Et ces connexions vont permettre à une entreprise sénégalaise qui est dans le secteur pêche d'être en relation avec des entreprises qui achètent et qui sont en Australie, qui sont au Japon, qui sont en Inde, qui sont en Europe, etc. Oui, et ça, aujourd'hui, quand même, c'est une réalité. Le digital va jouer un rôle très, très important, mais comme je dis, il ne peut pas remplacer totalement la partie présentielle, qui constitue quand même un élément important dans les négociations commerciales. Non, le contact humain, il est indépassable. Voilà. D'ailleurs, le digital est là. Malgré ça, donc, ce que nous avions en termes de recettes liées surtout au marché qu'on avait, il y a déjà une baisse malgré la présence du digital. Bon. Alors, en moins d'1 minute, docteur, et je sais que vous en êtes capable,
Décrivez-nous un peu simplement le scénario du futur du Sénégal. Comment vous le dessinez? En exportation ou le Sénégal? Le Sénégal d'ensemble, mais peut-être aussi l'exportation de façon générale. Ok. Le Sénégal, d'une manière générale, c'est cap sur 2021 et 2035. Cap sur 2035, naturellement, c'est la relance de l'économie. Passer déjà dès cette année à 5,2% de croissance, reprendre les agrégats macroéconomiques, c'est vrai, on reprend déjà le déficit budgétaire, 5%. Dans quelques temps, on va arriver donc en 2023 à 3%. Oui. Relancer l'économie dans les différents secteurs d'activité, surtout les investissements structurants qui vont être mis en place, le secteur des transports, le secteur, la partie production, or, pétrole, la relance de l'économie, mais surtout les exportations de manière structurelle, et je terminerai par ça, les agropoles, les parcs industriels, pour qu'on produise beaucoup, on exporte beaucoup pour aller dans le cadre des pays émergents, comme aujourd'hui un pays comme la Chine. C'est comme ça que la Chine est partie, et le Sénégal en est capable, puisque nous sommes à la porte de l'Afrique. L'extrême ouest, c'est la porte de l'Afrique, et donc le Sénégal est capable d'arriver à ce stade-là très rapidement. Voilà. Docteur Malick Diop, directeur général donc de l'ASEPEX, il parle de ces choses avec passion, il en parle avec beaucoup de lucidité et il sillonne le monde justement pour positionner les produits sénégalais. La preuve, je pense qu'il y aura un gros plan sur sa tenue, qui est probablement un Made in Sénégal. Tout à fait, tout à fait. C'est bien un Made in Sénégal. Confectionné par un jeune Sénégalais et qui déjà va commencer, à l'intégrer dans ses premières exportations, parce qu'il a commencé sur le marché local. On a identifié comme étant quelqu'un qui aujourd'hui a cette capacité à exporter. Voilà, décortiquage c'est fini. On a eu le plaisir d'échanger avec Dr Malick Diop, directeur général donc, de l'ASEPEX. Il est venu avec sa grosse passion donc, du secteur qu'il dirige et il positionne le Sénégal sur les 4 coins du monde qu'il sillonne durant toute l'année. Eh bien, Dr Malick Diop était donc notre invité de décortiquer. Dr Malick Diop, merci beaucoup. Merci. Et au plaisir de retrouver donc les téléspectateurs la semaine prochaine.